Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Gazou où l'on s'intéresse aux méthodes itératives pour résoudre des systèmes linéaires de type élément fini et plus particulièrement à la méthode des gradients conjugués que vous avez dû implémenter dans le cadre de devoir 6. Alors, une méthode itérative, c'est quoi? Donc, on a ici une équation de Poisson que vous connaissez bien maintenant. Et les éléments finis consistent à discrétiser cette équation de Poisson par un système linéaire qu'on note AX égale B, où A est une matrice de taille n fois n, et X et B sont des vecteurs de Rn. Donc vous avez passé ici les premières semaines de ce quadrimestre à en fait voir comment est-ce qu'on passe de ce système, de cette EDP, cette équation dérivée partielle, à un système linéaire. Alors, jusqu'à maintenant, vous avez vu des solvers directs pour résoudre ce type d'équation linéaire. Vous avez vu les solvers full, les solvers band. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux méthodes itératives. Alors, méthode itérative, c'est quoi? C'est en fait une méthode qui consiste à partir d'une solution initiale x0 et à améliorer cette solution successivement, donc xk plus 1, on va l'améliorer en y ajoutant une direction de recherche multipliée par une longueur de pas alpha. Alors, une des méthodes itératives les plus élémentaires, c'est la méthode du gradient. La méthode du gradient, comment est-ce que ça fonctionne? En fait, ce qu'on va faire, c'est que pour résoudre ce système linéaire, on va dire que trouver sa solution, c'est équivalent à minimiser la fonctionnelle suivante, la fonction f de x qui vaut 1 demi x transpose à x plus moins btx, pardon. Moins b transpose x. Et donc, en fait, on se rend bien compte que, donc vous avez vu dans le cours avec Jean-François, que le minimum de cette fonction correspond en fait à la solution du système linéaire. Alors, la méthode du gradient, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle consiste à prendre comme direction de recherche la direction opposée au gradient de la fonction. Et pourquoi est-ce qu'on choisit ça comme direction de recherche? En fait, c'est parce que vous avez vu dans le cours de maths que le gradient de la fonction donne en fait la direction de plus forte pente, donc là où la fonction augmente le plus fort, et donc en prenant l'opposé de cette direction, on a la direction de la pente qui descend le plus fort, et donc vu qu'on souhaite minimiser f, c'est ça qu'on veut. Donc en fait, ça nous donne en fait comme méthode xk plus 1 égale xk moins alpha gradient de f. Et ici, en fait, on va choisir, pour se simplifier la vie, on va choisir alpha constant. Ok, alors maintenant, que vaut finalement ce gradient de la fonction f pour la fonction f qu'on a choisie ici? Ben, en fait, ce n'est rien d'autre que, si vous faites l'algèbre, vous retrouverez que le gradient vaut en fait ax moins b, ce qui est en fait rien d'autre que l'opposé du résidu du système linéaire. Et donc en fait, si on écrit tout ensemble, on n'a que l'itération de ce qu'on appelle la méthode de descente de gradient, consiste à successivement ajouter le résidu du système linéaire
multiplié par une constante alpha. Alors, dans le devoir, on vous a déjà implémenté la méthode du gradient. Donc, on va décortiquer ça ensemble. Alors, donc, il y a deux fonctions ici que vous devez implémenter. La première, c'est la fonction assemble, qui en fait va en fait être appelée sur chaque élément de votre maillage. Et vous pourrez utiliser cette fonction pour assembler certains vecteurs qui vous seront utiles dans la méthode itérative. La fonction eliminate, elle, va effectivement effectuer l'étape, l'itération de votre méthode itérative. Alors on va commencer par voir celle-là. Donc en fait ici le cœur de cette fonction eliminate, c'est la boucle ici qui itère sur chaque élément sur chaque nœud du maillage, où en fait on va incrémenter la solution x par le vecteur r multiplié par alpha qui a été défini comme constant au début de la boucle. On met également à 0 le vecteur résidu, car en fait, on va devoir le reformer à chaque itération dans la fonction assemble, et donc c'est pour ça qu'on doit le remettre à 0 à la fin. Par la même occasion, on calcule l'erreur, donc l'erreur qui est ici définie. Donc l'erreur à l'étape K, on l'a définie comme étant la norme du résidu à l'étape K, soit le résidu produit scalaire avec lui-même en racine carrée. Et donc vous voyez bien que ce résidu, cette erreur sera nulle si et seulement si le résidu est nul, ce qui veut dire qu'on a bien résolu notre système linéaire. Et donc c'est ce qu'on fait ici, donc dans la boucle ici on incrémente erreur avec l'élément R est multiplié par lui-même, et à la fin on fait une racine carrée, et on renvoie tout ça. Dans la fonction assemble, en fait ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit assembler le vecteur résidu, en utilisant en fait les matrices A et B ainsi que U locales à chaque élément. Donc sur l'élément local, on va itérer sur chaque nœud. On va récupérer ici myRow qui correspond à l'indice global du nœud I grâce au mapping qui a été donné dans la fonction. On va commencer à construire R. Donc pour rappel, R, si vous vous souvenez bien, c'est rien d'autre que B moins AX. Ok, et donc ici on commence par ajouter la composante B locale, et ensuite on va itérer sur chaque colonne de la matrice A, et on va aller en fait faire le calcul localement de l'élément AX, enfin du terme AX dans l'expression du résidu. Voilà, ça c'est pour la méthode de descente de gradient. Alors maintenant on va voir comment est-ce que ça s'exécute en pratique. Alors je dois créer un dossier build. Je dois fabriquer mon makefile en appelant cmake. Et maintenant que j'ai bien mon makefile dans mon dossier, je peux compiler mon programme. Voilà, la compilation m'a créé un fichier myfem que je peux ensuite exécuter et qui exécute la méthode du gradient sur ce petit maillage d'exemple. Donc on voit bien qu'on a résolu l'équation de Poisson. Alors ici, vous voyez qu'on a quand même eu besoin de beaucoup d'itérations pour converger sur ce petit maillage. Donc pour converger sous une erreur de 10-5, on a eu besoin de 222 itérations. Alors je vais sauvegarder l'exécutable de ce code pour pouvoir après comparer avec la méthode des gradients conjugués. Voilà. Alors je reviens à mon code. Maintenant on va passer à la méthode des gradients conjugués, donc qui est une méthode, donc c'est une méthode de gradient mais
fortement amélioré. Je ne vais pas vous passer tous les détails techniques que vous avez vus avec Jean-François sur comment fonctionne cette méthode et pourquoi elle a été construite ainsi. Ici, ce qui nous intéresse, c'est son implémentation. Alors, on va commencer par le plus simple, qui est d'effectuer ici les 5 étapes de l'itération. Donc ça va se passer dans la fonction FEM_ITERATIVE_SOLVER eliminate. Alors, donc en fait, pour l'instant, je vais ignorer ce qui se passe à la première itération. Je m'intéresse juste vraiment au cœur de l'itération. Alors, donc je vais ici me débarrasser de tout ce qui avait été écrit avant pour faire de la place. Alors, dans un premier temps, on va avoir besoin de calculer. Donc, on voit qu'on a souvent besoin, dans cette itération, du produit scalaire entre R et lui-même. Donc, on voit que dans l'algorithme des gradients conjugués, on a souvent besoin de faire des produits scalaires de vecteurs entre eux. Et donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que pour ne pas devoir à chaque fois écrire beaucoup de lignes pour faire ça, je vais créer une fonction dot qui va me calculer le produit scalaire entre un vecteur U et un vecteur V. Donc, à cette fonction dot, je dois fournir les pointeurs vers mes deux vecteurs, ainsi que leur taille. Et donc, je vais calculer UV, donc je vais nommer mon produit scalaire UV. Donc j'itère sur les vecteurs, avec une boucle for. Je vais incrémenter UV par le produit entre U et V. Et je renvoie UV. Voilà, donc cette petite fonction va être bien pratique parce qu'on a souvent besoin de faire des produits scalaires dans l'algorithme des gradients conjugués. Donc dans un premier temps, on voit souvent apparaître le produit scalaire entre R et R, ici et ici. Donc ce que je vais faire, pour ne pas devoir le calculer plusieurs fois, c'est que je vais le calculer et le stocker dans une variable que j'appelle LRR. Alors, histoire de ne pas devoir avoir des notations trop lourdes, je vais ici créer des petits raccourcis pour les vecteurs de MySolver. Donc j'ai R, D, S, ainsi que X. Et je vais aussi stocker MySolverSize qu'on a besoin souvent. Donc ici, maintenant que j'ai mes notations allégées, pour faire le produit scalaire entre R et R, je fais dot R, R et size. Ok. Alors ensuite, la seconde étape, c'est de calculer la longueur de pas alpha. Donc ici, c'est très simple. Je fais le RR que je viens de calculer divisé par le produit scalaire entre... Donc mon produit matrice vecteur AD, comme vous pouvez le lire dans l'énoncé, on le note S. Donc il a été précalculé et il se note S dans le code. C'est bon, SK. Donc ici, je vais mettre S, R, size. Ensuite, les deux étapes d'après consistent à mettre à jour la solution X ainsi que le résidu R. Et donc, vous voyez qu'en fait, ces deux étapes, elles peuvent se faire simultanément parce qu'elles ne dépendent pas l'une de l'autre. Donc, je vais faire une boucle for. Et je peux effectuer ces deux updates en même temps. Donc, rappelez-vous que X... Donc dans le programme grand XI, plutôt grand X, ça correspond à l'incrément de solution xk plus 1 moins xk. Donc ici, j'aurai que xi, je dois le mettre égal à alpha fois la direction de recherche d de i. Pour ce qui est du résidu R, je vais le décrémenter de alpha fois mon vecteur s de i, que je suppose qui a été précalculé avant. Alors, ensuite, on va devoir passer au calcul de bêta, qui va nous permettre de mettre à jour les directions de recherche.
Donc bêta, c'est le quotient entre le produit scalaire entre le nouveau résidu et le produit scalaire avec l'ancien résidu. Et donc ça tombe bien parce qu'en fait j'ai déjà calculé RR, donc c'est pas grave si j'ai réécrit le vecteur grand R. Donc j'aurai double bêta égale. Alors je vais commencer par calculer, je vais aussi stocker dans une variable le nouveau produit scalaire entre R et R. Donc hop, donc je fais la même chose qu'avant, sauf qu'ici je sais que mon vecteur résidu a été mis à jour. Donc je calcule bêta simplement en divisant le nouveau RR divisé par RR. Puis je dois mettre à jour, je dois faire l'étape finale de l'algorithme des gradients conjugués qui consiste à mettre à jour la direction de recherche. Donc de nouveau je dois faire une boucle for d de i égale, donc le nouveau d de i vaut r de i plus bêta fois d de i. Alors pourquoi est-ce que je me suis intéressé à... Pourquoi est-ce que j'ai stocké rrnew dans une variable? C'est parce que je vais pouvoir l'utiliser pour estimer l'erreur de mon itération. Donc je vais stocker ça dans l'erreur, je vais prendre la racine carrée du nouveau produit scalaire entre R et R, qui va correspondre à la norme de RK plus 1. Voilà. Et donc à la fin de l'itération, je peux incrémenter le numéro de l'itération et enfin retourner le vecteur incrément. Alors, maintenant, donc ici on a supposé, ici l'hypothèse qu'on a fait pour faire tout ce calcul-là, c'est qu'on a supposé que S était déjà formé comme le produit entre la matrice A et le vecteur D. Et donc pour former ce vecteur, je vais devoir m'aider de la fonction assemble. Alors, ici ça va être assez similaire, donc on va itérer sur chaque nœud, retrouver l'indice global de la ligne qui y correspond. Donc ici, on ne doit plus calculer le vecteur R, parce qu'en fait, ce qui est pratique avec l'algorithme des gradients conjugués, c'est que R se met à jour tout seul dans l'algorithme. On ne doit pas le calculer explicitement. Donc ceci, je n'en ai plus besoin. Et je vais ici itérer sur les colonnes de la matrice A. Je vais identifier le numéro de ma colonne. Donc le numéro global, l'indice global de la colonne correspondant à J localement, en utilisant le mapping à nouveau. Et alors ici, donc c'est plus R que je dois calculer, c'est S. Donc ici, on voit que c'est le produit matrice vecteur entre A et D. Donc j'aurai la matrice A locale, avec la même manière de calculer les indices qu'avant, fois le vecteur D, sauf que le vecteur D, ici, je ne peux pas utiliser les indices locaux, je dois utiliser l'indice global, qui est ma école que je viens de calculer. Oups, ah oui, non, en fait, il y a déjà ici les accolades qui ferment. Voilà, donc ici, j'ai plus besoin de mettre à jour le vecteur R. Donc voilà, ici, j'ai bien formé mon vecteur S et tout va bien. Alors ici, ce dont il faut faire attention, ce à quoi il faut faire attention, c'est que avant de terminer l'itération, il faut qu'on mette à 0 le vecteur S pour qu'on puisse correctement le reformer après. Voilà, alors, l'algorithme n'est pas encore fini parce qu'en fait, on doit s'occuper de l'itération 0 où on doit démarrer le calcul avec comme direction de recherche le résidu correspondant avec 0. Et alors, vu qu'on a choisi comme solution de départ un vecteur nul, on a ici que le résidu de départ, c'est rien d'autre que le vecteur B. Donc, dans un premier temps, ici, dans ma fonction assemble, je vais aller former le vecteur B juste pour la première itération. Donc, je vais faire comme ceci. Donc, si je remarque que je suis à la première itération 0, je vais juste simplement former le vecteur B et l'ajouter
au vecteur R de mon solver. Voilà. Et en fait, la formation du vecteur S, je ne la fais que si je suis dans une autre itération. Donc la première itération, on ne fait que de la mise en place, on ne va pas faire on va pas aller, on va pas faire de calcul. Ok, alors. Et ensuite, il y a une dernière chose que je dois faire ici dans ma fonction eliminate, c'est que je dois en fait choisir comme direction de recherche le vecteur R. Donc je vais copier R dans D, juste pour la première itération, parce qu'après il n'y aura plus besoin de faire ça. Donc ici de nouveau, if, si je suis à la première itération, je vais itérer sur mes éléments et je vais copier le vecteur D. Dans les autres cas, j'applique l'itération des gradients conjugués. Et enfin, il y a juste dans l'étape d'initialisation, ce qu'on doit faire aussi, c'est mettre l'incrément à 0 pour être sûr que après l'algorithme ne va pas incrémenter x avec une valeur arbitraire. Voilà, donc normalement, ceci devrait compléter le programme des gradients conjugués. On va voir si ça fonctionne. Alors, je vais faire make. Ah, ben, ça fonctionne du premier coup. Je vais faire tourner. Donc, souvenez-vous qu'avant, on avait besoin de 222 itérations pour faire converger l'algorithme de descente de gradient sur un petit maillage. On va voir ce que ça donne maintenant. Voilà, donc l'algorithme a convergé en 24 itérations. Donc il faut quasiment 10 fois moins d'itérations dans le cas des gradients conjugués que dans le cas de la descente de gradient. C'est pour ça que cet algorithme est si intéressant, c'est parce qu'il est vraiment redoutable au niveau de son efficacité. Donc voilà, ceci conclut ce petit tutoriel à propos du devoir 6. J'espère que ça vous a plu et à bientôt dans un nouvel épisode sur Radio Gazoo. Bonne semaine!